Smart Impact consacré au forum des projets urbains. Je vous présente mes invités. On va parler de la Fabrique de la Cité avec sa directrice générale, Céline Akarian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Constance Bourtoir, bonjour. Vous êtes directrice de projet à la Fabrique de la Cité que vous allez nous présenter en quelques mots, Céline. Alors en quelques mots, depuis 15 ans, la Fabrique de la Cité, qui est le think tank des transitions urbaines, s'intéresse à la façon dont les villes se transforment. C'est un fonds de dotation dont le seul mécène est Vinci, qui essaye d'installer sur un terrain neutre le dialogue entre les différents acteurs des villes, que sont évidemment les architectes, les urbanistes, les paysagistes, mais aussi des universitaires qui pensent depuis la sociologie, la démographie, la géographie, enfin toutes les sciences humaines, ces transitions urbaines et nourrissent la réflexion globalement sur ces villes moyennes. Et puis évidemment les industriels qui fournissent des solutions pour transformer ces villes. Donc là, vous êtes plutôt dans une logique de cercle de réflexion. Vous allez jusqu'où dans le concret des solutions que vous accompagnez en fait? Alors on s'arrête assez vite avant le concret, j'allais dire. On est plutôt dans l'inspiration qu'on va chercher parfois dans les grandes villes à l'étranger. On va regarder ce qui marche ailleurs. On va regarder ce qui marche ailleurs. On va regarder comment ces transitions sont menées et de tout point de vue. Comment ces transitions se financent, comment ces transitions se dotent d'une gouvernance, puisqu'il s'agit souvent de refondre un jeu d'acteurs qu'on connaît bien. Il s'agit parfois de prendre des tangentes. Il s'agit parfois de s'appuyer sur à la fois des constats, des diagnostics qui nous inspirent. Alors ça, c'est évidemment ce qu'on fait à l'étranger, régulièrement, dans un échange avec nos mêmes étrangers, aussi par des déplacements et aussi par un échange assez régulier avec des universitaires de ces domaines. Dans les pays d'Europe et plus loin. Alors, je vais vous demander, préparez-vous de me trouver un bon exemple étranger à partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je crois que, Constance, vous avez choisi de vous concentrer en tout cas une partie de vos travaux sur les villes moyennes. Pourquoi elles vous intéressent particulièrement en ce moment, plus que les grandes métropoles, par exemple? Alors oui, c'est vrai que c'est une partie de l'ADN de la Fabrique de la Cité, de se concentrer sur l'étude des villes moyennes. Donc par ville moyenne, on entend, il y a plusieurs définitions statistiques, mais en tout cas, c'est entre 20 000 habitants, ville-centre, jusqu'à 200 000 agglomérations comprises. Et ce sont des villes qui sont intéressantes parce qu'elles ont une ingénierie territoriale, elles ont des équipes techniques et des élus souvent très engagés sur des problématiques qui nous intéressent à la fabrique, comme la transformation des friches, comme les mobilités décarbonées, comme les systèmes énergétiques territoriaux. Et du coup, nous, c'est vrai que c'est facile pour nous de mettre en place des cycles de conférences, des thématiques d'études en partenariat direct avec ces collectivités qui sont visibles et qui sont dans l'action. Mais est-ce qu'on a plus besoin de vous, la Fabrique de la Cité, dans ces villes moyennes que dans des grandes métropoles ou les grandes capitales, d'une certaine façon? Alors, on parle à tout le monde. On a aussi des champs d'application de nos études dans les grandes métropoles. Mais en tout cas, il y a une souplesse, une facilité d'innovation et de visibilité des grands projets qui est plus simple à cette échelle de territoire et à cette échelle de ville. C'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement. Avec quoi, des ateliers territoriaux, c'est ça que vous mettez en place? Alors, vous décriviez de quoi il s'agit? On est en train de les rebaptiser. C'est des ateliers territoriaux, en fait, c'est des rencontres territoriales co-organisées avec les villes et les collectivités qui nous accueillent. Et en fait, ça s'organise autour de cycles de conférences, de visites de grands projets. Et on vient avec tout un écosystème intéressé aux thématiques qui sont traitées pendant la journée. Donc des architectes, des urbanistes, des bureaux d'études, des experts, des élus, des académiques, qui viennent aussi enrichir le débat tout au long de la journée. J'aime bien l'idée des bonnes pratiques. Cette émission, elle sert souvent à partager comme ça des bonnes pratiques et aussi l'effet miroir. Vous allez me dire si ça marche, mais pour un élu, mairie, collectivité, le fait de savoir que ça a marché dans une autre région ou dans un autre pays, j'imagine que c'est important quand même. Exactement. Et la plupart du temps, en fait, nos études consistent à étudier les conditions de réplicabilité d'un projet qui a marché. Qu'est-ce qui a fait que ici, avec du volontarisme politique, de l'ingéniosité, des formations et de l'information, on a su faire quelque chose qui est réplicable ailleurs
qui est transposable, qu'on peut changer d'échelle. Et ça c'est effectivement intéressant. Et donc, vous avez un exemple récent? On a un exemple. Alors évidemment, si je sors de notre logique de ville moyenne et si je parle de nos inspirations internationales, la dernière, le Learning Expedition, le voyage d'études, nous a emmené à Venise, qui se projette en 2070 avec la montée des eaux évidemment, et qui doit projeter à la fois son architecture et la préservation de son patrimoine. Ça c'est assez intuitif pour tout le monde, mais aussi l'activité maritime, l'avenir de ces zones portuaires, et puis aussi ceci en connaissance d'un écosystème lagunaire qui est évidemment extrêmement complexe. Mais ça fait ça fait des siècles que Venise est confrontée à cette réalité. Et donc, justement, oui. Justement, c'est que Venise a quelques siècles d'avance sur la question de l'adaptation, qui est quand même la grande question des villes littorales françaises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et surtout cette reconversion qu'un certain nombre de villes doivent faire de zones qui deviennent d'anciennes zones d'activité qui deviennent des zones finalement submersibles, mais comment on compose avec ça. On a un exemple avec la ville de Caen, par exemple, qui a dû reconvertir complètement un projet sur la presqu'île en tenant compte des aléas et en tenant compte de toutes ces modélisations qui sont à la disposition maintenant des villes littorales. Constance Bourtois, vous animez, je crois, ici une table ronde sur urbanisme et santé. Alors, je veux bien effectivement qu'on consacre quelques minutes de cette interview à la thématique de la santé. C'est vrai qu'il y a cette idée finalement que tout est lié, notre santé, la santé de la planète, la santé des villes. C'est ce que vous allez porter dans cette table ronde? Oui, tout à fait. Alors, on a terminé la conférence qui était ce matin avec des membres de la maîtrise d'ouvrage, donc Espace Ferroviaire, des architectes, le cabinet Aya, et puis d'autres parties prenantes associatives. Et effectivement, c'est de partir du constat que la santé est systémique et la santé se définit pas seulement par l'offre de soins ou l'état dans lequel on est, mais c'est aussi très lié à la santé environnement, à l'état de nos milieux urbains dans lesquels on vit aujourd'hui et à la santé aussi effectivement du monde animal. Et donc la conférence s'attachait à montrer comment à partir de ce constat on peut, à travers les pratiques d'aménagement urbain et d'urbanisme, influer sur une ville santé qui se porte mieux et qui du coup est meilleure pour nous au quotidien. Alors moi spontanément je vais penser, mais c'est sans doute l'exemple le plus évident, donc vous allez peut-être m'en trouver plein d'autres, mais aux épisodes de canicule qui vont être de plus en plus nombreux, le fait que l'été dernier, ce qu'on a vécu par exemple à Paris, ça va devenir presque un été normal, voire frais dans 10 ou 15 ans. Donc c'est ça, et ça c'est parfois des gens qui meurent de ces conditions atmosphériques dans leurs appartements parce qu'ils ne sont pas isolés. Donc on est au cœur de ces thématiques-là, Constance? Oui, alors on est au cœur et on est même sur un sujet depuis la santé, mais sur un sujet qui est typiquement un sujet fabrique. C'est-à-dire qu'au fond, un problème qui est global et qui est systémique, à la fabrique, on va essayer d'aller chercher par petites touches comment on l'adresse, non pas de façon isolée, mais comment par toutes ces actions qui sont entreprises ici et là. Et par exemple, la dernière note de la fabrique, c'est sur l'ombre en ville, l'économie de l'ombre en ville, parce que toujours, évidemment, les solutions, il faut qu'elles soient accompagnées d'un business model qui va fonctionner, mais avec le confort d'été, on a forcément plein de petits sujets de tête d'épingle comme ça, où on va aller chercher de l'inspiration dans pas mal de villes, à la fois du sud de l'Europe et du sud de... encore plus au sud. Voilà, encore plus au sud du Grand Sud. Donc c'est quoi, il y a une bataille de l'ombre, on pourrait dire ça comme ça. Moi j'essaye de prendre un titre journalistique, je veux dire la bataille ou la guerre de l'ombre. Mais évidemment qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être ingénieux dans tous les sens et trouver tous les systèmes de rafraîchissement urbain des espaces publics. Et là, on est sur les espaces publics, mais vous parliez aussi du confort d'été intérieur. Et là aussi, c'est une série de sujets qui sont à l'étude à la fabrique sur le rythme de rénovation énergétique des bâtiments. On pensait jadis plutôt au confort d'hiver. Maintenant, on pense au confort d'hiver et au confort d'été. Et là aussi, on a quelques études qui portent sur ces sujets. Tout ça dans une logique où, pas à pas, on nourrit comme une mosaïque une réflexion assez globale sur la façon dont ces villes sont vivables aujourd'hui
et le resteront dans les prochaines décennies. Alors justement, Constance Bourtoir, vous sortez de cette table ronde. Alors ça ne doit pas être la première, et puis ce sont les thèmes sur lesquels vous travaillez depuis longtemps. Mais est-ce que vous êtes raisonnablement optimiste malgré tout, en vous disant tiens, il y a des solutions à trouver ailleurs? Oui, parce que les acteurs qui sont pleinement engagés dans la fabrique de la ville sont conscients. Ça fait des années et des années qu'ils portent l'urbanisme favorable à la santé. Ce matin, on en a eu la preuve parce que du coup, c'est pas seulement dans la théorie, c'est-à-dire que dans l'action aussi, on nous a présenté des projets qui sont livrés ou en cours de livraison, où un certain nombre de données ont été intégrées pour améliorer la santé globale des habitants, à l'échelle de l'îlot, à l'échelle du logement, à l'échelle du quartier, des trames vertes, des espaces publics. Donc ça avance. On sent vraiment qu'il y a une culture commune de la santé-environnement qui infuse les différentes structures. Et du coup, la fabrique de la cité est quand même très en lien aussi avec les collectivités, on le disait tout à l'heure. Là aussi, il y a un besoin croissant de formation à la santé-environnement. C'est une thématique qui va être vraiment hyper importante à l'aube des élections municipales 2026. Et on voit qu'il y a une demande, très forte demande, d'accélérer et d'aller très vite sur ce sujet. Céline Akarian, je voudrais revenir à l'origine et à ce qu'est la fabrique de la cité avec un mécène unique qui est Vinci. Oui. Il vous fiche la paix? On lui propose une feuille de route et là on est en train de proposer la feuille de route 2026 pourvu que les sujets soient pertinents et que leur traitement soit exigeant. La fabrique de la cité en fait a finalement la main. Quel est le degré d'indépendance de la fabrique de la cité? Évidemment qu'il faut qu'on soit sur des sujets qui sont des façons de projeter les métiers du groupe Vinci dans l'avenir, mais surtout qu'on soit vraiment pertinent dans la façon de trouver ce qui aujourd'hui préoccupe à la fois les collectivités et les acteurs de la fabrique de la ville en général. Ouais. Ça, on le fait finalement tout au long de l'année en étant principalement d'emblée une zone d'écoute de tous ces acteurs et en étant au cœur d'un écosystème qui est extrêmement riche et arborescent. Puisque ceux qui préoccupent les universitaires aujourd'hui, c'est déjà assez arborescent. C'est dans des disciplines qui sont très, très variées. Et je parlais des SHS tout à l'heure, mais quand on parle des sols, on va aussi chercher chez les pédologues et chez les microbiologistes ceux qui les préoccupent aujourd'hui sur la santé des sols. C'est cette interdisciplinarité. Vraiment au croisement des disciplines, d'être au croisement des disciplines et des questions que se posent les acteurs de la ville. Et donc là, vraiment, on a à la fois une espèce de tour de contrôle de ces questionnements aujourd'hui. Et finalement, c'est cette exigence-là que souhaite le groupe Vinci en nous donnant mandat de poursuivre. Je vais terminer avec votre rôle ici. Il nous reste 1 minute 30 dans ce forum des projets urbains, parce que vous allez participer, animer à une table ronde avec des élus, c'est ça? Alors là, on parle de gouvernance. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réussir à mettre autour de la table des gens qui travaillent ensemble, mais qui parfois n'ont pas exactement les mêmes intérêts. C'est quoi la logique? Alors c'est souvent des maires entreprenants ou entrepreneurs, selon qu'ils sont confortables avec ce terme, mais sont des maires ou des adjoints à l'urbanisme qui ont tiré tout un écosystème aussi autour d'eux, qui ont parfois repenser le jeu d'acteurs localement, donner des règles du jeu, c'est de ça qu'on va parler en fait, donner des règles du jeu dans lesquelles la puissance publique a un peu récupéré à la fois la direction, l'orientation des projets urbains et en même temps le fait dans une bonne intelligence avec tous les acteurs qui mobilisent. Même quand parfois les intérêts ou alors même la temporalité, chacun de ces acteurs n'a pas le même objectif en termes de temporalité par exemple. Et c'est justement là qu'il faut un chef d'orchestre. Et souvent, c'est ce rôle de chef d'orchestre que ces adjoints à l'urbanisme ou ces maires se donnent. Il faut du courage, il faut de l'audace. Localement, souvent, ils ont un peu renversé la table pour mener ces projets dans un sens commun. Et ils s'appuient aussi beaucoup sur la concertation et des méthodes de concertation qui sont constructives, qu'ils ont éprouvées. Ça aussi, le partage de connaissances et d'expériences sur ces sujets est très précieux parce qu'on ne se lance pas dans une telle aventure sans avoir vu qu'ailleurs ça a marché. On l'a fait par exemple sur l'éclairage public en montrant que finalement ce qui pouvait être vu comme un sujet épineux était en fait un sujet sur lequel le consensus arrivait relativement vite. Voilà un partage d'expériences auquel on participe
à la Fabrique de la Cité. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. On continue, bon forum évidemment, hein, oui, on continue d'animer cette émission. On va parler de promotion immobilière avec le bois au cœur des projets.